RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous qui en profitez. Peut-être regardez-vous et écoutez-vous De quoi je me mail à la plage, à la montagne, en faisant du sport. Vous avez bien raison. Bienvenue donc à toutes et à tous. Au menu de ce De quoi je me mail, eh bien tout à l'heure on s'intéressera au smartphone du moment avec Monsieur Smartphone à 01net, c'est Nicolas Lelouch qui viendra nous donner son classement des meilleurs smartphones du moment. Alors, Apple, Huawei, Samsung, Oppo, ce nouvel arrivant, on fera le point tout à l'heure, vous aurez le top 10 de Nicolas, ça sera dans une vingtaine de minutes. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir à tous les sujets qu'on évoque avec le hashtag DQJMM sur Twitter, et puis bien sûr la page Facebook qui vous tend les bras pour bien partager votre passion sur les nouvelles techno, réagir à l'actualité, donc n'hésitez pas. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un bon De quoi je me mêle ne serait pas un bon De quoi je me mêle sans un bon club de la presse IT. Ça tombe bien, on a les meilleurs. Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com qui n'est pas encore en vacances. Tout comme Emmanuel Paquette qui est toujours là, qui fait de la résistance. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Et en revanche, l'actu, elle, n'est pas en vacances les amis. Il y a beaucoup de sujets. On va parler de Huawei, on va parler d'Android 11. On en sait un petit peu plus concernant son lancement. Samsung qui devrait sortir aussi un nouveau Galaxy Note là dans les semaines qui viennent, et puis de Huawei qui est dans la tourmente encore une fois, cette fois-ci côté réseau. Finalement la spirale infernale se poursuit pour Huawei, mais pour débuter l'actu de la semaine, on ne peut pas y échapper, c'est une actu télécom et c'est Free qui a dégainé sa Freebox Pop. C'est ça, Jean-Sébastien. François, tout à fait. C'est donc la Freebox V8 qui est baptisée Freebox Pop par Free. Alors contrairement à la Delta qui était sortie il y a 18 mois, elle donne un petit peu l'impression de revenir aux sources de ce que c'est faire Free, avec on va dire un produit très complet pour un prix assez raisonnable. Alors parmi les fonctionnalités importantes, on peut noter la compatibilité par exemple avec le réseau fibre 5 gigabits par seconde, ou encore la compatibilité du lecteur vidéo avec la 4K HDR. Et puis, alors, il y a des petites déceptions aussi avec cette absence de Wi-Fi 6 qui a fait couler beaucoup d'encre là chez les geeks cette semaine. Il est un peu énervé Xavier. Pourquoi le Wi-Fi 5 oui, c'est ça. Pourquoi le Wi-Fi 5 au lieu du Wi-Fi 6 C'est un petit peu dommage. Mais pour pallier cette absence, Free propose un système assez malin de répéteurs qui est inclus avec la Freebox et qu'on peut disposer dans sa maison pour étendre son réseau Wi-Fi dans son domicile. Et le répéteur est fourni avec toute l'installation. C'est même pas une option. Non, il est vraiment, j'allais dire, donné, fourni en tout cas. Il y en a un qui est fourni. On peut en acheter plusieurs supplémentaires si on a une grande maison. Alors effectivement, elle est accessible donc dès maintenant aux nouveaux clients, avec en plus, ce qui est intéressant, une offre 4G de forfait 4G qui est accessible illimité, qui est accessible à 10 € pour ces nouveaux abonnés, tandis que l'abonnement de la Freebox Pop coûte 40 € par mois et 30 € la première année pour les nouveaux abonnés. Donc c'était assez convaincant, je trouvais cette semaine, ce lancement par Xavier Niel et la Freebox, qui revient au basique. Oui, qui revient au basique, on va dire. C'est un peu, Jean-Sébastien a tout à fait raison. Après la Freebox Delta, qui était un peu, on avait l'impression, un délire de geek, beaucoup trop onéreux, etc. On voit que Xavier Niel, finalement, c'est peut-être pris une claque avec le demi-échec ou le semi-succès de la Freebox Delta. Il revient à quelque chose de plus homogène et de plus réaliste, non, Emmanuel ? Alors moi, je pense que tu as raison. Pour moi, c'est évidemment une claque sur la Freebox Delta, parce qu'on n'a jamais vu, à ma connaissance, Free lancer une nouvelle box 18 mois après une nouvelle génération, rectifier aussi vite le tir, avec en plus jamais de chiffres donnés sur les ventes de la Freebox Delta. Le premier chiffre qui a été donné, c'était il y a un an, c'était 100 000, plus de 100 000, et depuis, plus aucune communication sur la Freebox Delta. Alors c'est vrai que 100 000, ça paraît énorme, mais quand on a 6,5 millions d'abonnés, finalement... En relatif, c'est rien. C'est rien. Et surtout, l'impact auquel on s'attendait, c'est-à-dire de voir le panier moyen des abonnés augmenter, en fait, c'est l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire une chute. Aujourd'hui, sur le fameux ARPU. Le ARPU, c'est le revenu moyen par abonné en français. C'est-à-dire au premier trimestre, il était de 32 € en moyenne par mois, contre 32,5 au trimestre précédent. Alors, 5 centimes pour vous, c'est rien. Oui. Mais vous multipliez par 6 millions de personnes, ça fait 3 millions par mois. Fois 12. Et on voit beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup. Et là, on voit une box qui se positionne quand même, mine de rien, à 40 € quand même. Même si c'est, comme le disait Jean-Sébastien, 30 € la première année.
pour les nouveaux abonnés. Hein. Pour les tout à anciens fait. qui switchent, on passe directement à 40 €. Oui, et Ça- on paie des frais de migration, on les fait- frais voilà, de port, exactement. enfin, tous ces Port, trucs-là. etc., oui. Voilà. Et donc, on voit bien que cette box, elle est aussi faite pour, de manière plus subtile que la précédente, faire monter le panier moyen. Alors, pas à 60 € comme la Freebox Delta, mais au moins au-delà des 32 € qui est la moyenne aujourd'hui, parce que c'est le cœur du réacteur de Free qui finance tout le reste, et notamment la guerre dans la téléphonie mobile, et de pouvoir permettre des forfaits limités à 10 €. Donc, l'idée, c'est on revient au basique, mais même au basique économique de Free, qui est on solidifie la base d'abonnés fixes. Une offre simple, Simple. qui n'était pas le cas avec le Exactement. Freebox Delta, qui était une usine à Ouais, gaz, c'était Exactement. difficilement lisible. et qui est toujours buggé. Hein. Et en plus, oui. il y a, enfin, Toujours buggé, avec un petit plus qui est quand même pour moi anecdotique, mais ça peut-être que je vais me faire allumer par les pro foot, mais de oui. dire que comme ils ont acquis les droits sur la Ligue 1 2020-2024, Free peut diffuser les meilleurs moments, les buts, les arrêts, et peut, alors sous forme d'alerte, parce qu'il n'a pas le choix, puisqu'il n'a pas la totalité des matchs. Il Hein. ne peut pas retransmettre un match en intégralité. Exactement. Il a quelques secondes comme ça qu'il peut. Moi, quand j'avais vu Xavier, je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt de. Enfin, moi, je ne regarde pas le foot, mais quelqu'un qui adore le foot, il veut voir tout le match, non pas. Et il me dit, ah, mais non, vous comprenez rien. Les jeunes, eux, ce qu'ils veulent, c'est les moments marquants. Ils n'ont pas le temps de tout faire. Ils veulent les moments marquants. Donc là, on va leur offrir. Donc, au moment où on regarde Netflix, on peut avoir une alerte sur regarder le meilleur but du PSG ou de Marseille. Je trouve ça voilà. plutôt malin comme. J'aime bien le foot et je trouve ça plutôt malin comme positionnement. Alors, Justement. malin, jusqu'en 2024 quand même, hein, Alors, parce qu'après, ils n'ont voilà. plus les droits. Donc, C'est ça, il va ils falloir ont- en réacquérir. C'était un donc, lot qui n'était pas très cher, il était 50 à 50 millions, millions je crois. d'euros Voilà, 50 millions, par rapport aux 50 milliards millions. d'euros par saison de Exactement. Donc, il Mediapro. en a fait un argument marketing Ouais. avec un coût qui est somme toute modeste dans les droits du foot. Et ça, c'est le petit plus en fait de cette Freebox. Mais en tout cas, le truc de fond, c'est on va remonter le panier moyen des abonnés avec cette box-là, quitte à dégrader justement le panier moyen sur la téléphonie mobile avec un forfait à 10 €. Oui, comme tu le disais, c'est un peu le désaveu de cette Freebox Delta qui avait eu du mal, même nous, à nous convaincre dès le départ. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, Xavier Niel l'a avoué à demi-mot lors d'une interview qu'on a eu le plaisir de faire sur 01 TV, que vous pouvez retrouver. Hein, plus de 50 minutes d'entretien avec toutes les questions sans concession. Franchement, si vous vous intéressez au monde des télécoms, ça va bien au-delà de Free. Cette interview est à retrouver sur 01 TV, alors, à la fois sur le web, mais aussi sur la chaîne, sur les box. On reste dans les télécoms, Emmanuel, avec encore une fois ce nouveau couperet qui vient de tomber sur Huawei et l'utilisation en fait des infrastructures de Huawei en France. On attendait ça depuis des années. L'État a tranché sans vraiment être, en disant OK, mais, et avec un gros mais. Oui, un gros mais quand même, hein, parce que l'idée, effectivement, c'est que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, devait donner le feu vert aux opérateurs télécoms, en l'occurrence SFR et Bouygues, de pouvoir déployer des antennes 5G Huawei sur le territoire français. Et ce qu'a dit l'ANSSI, c'est en gros, vous pouvez le faire, mais on vous donne un délai entre 3 et 8 ans pour enlever tout ce qui est Huawei du réseau mobile en France. Donc c'est quand même un coup près à court terme, quand même, parce que 3-8 ans, ça passe assez vite dans le monde des télécoms. Après, bon, c'est un monde qui bouge beaucoup. Peut-être que d'ici 3 à 8 ans, la situation géopolitique aura changé aussi. Ça peut, mais c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté de la Manche, donc au Royaume-Uni, là maintenant, le gouvernement qui avait dit on veut que 35% de part de marché maximum pour Huawei dans les infrastructures, maintenant reviennent en arrière et disent on va totalement bannir Huawei sous quasiment 3 ans. Et là, donc le PDG de BT a dit devant en fait les gouvernants, les élus, en disant que c'était pas possible. Si on donnait que 3 ans, il y aurait des blackouts sur tout le réseau 3G, 4G, 5G au Royaume-Uni, qu'il fallait en fait un grand plan de bascule et qu'il fallait beaucoup plus de temps pour en fait se désengager des technologies Huawei. Et puis dans le même temps, on voit l'ambassade de Chine qui a commencé en fait à lancer des avertissements à la France et au Royaume-Uni en disant attention, si vous faites ça avec Huawei, il y aurait peut-être une forme de réciprocité en Chine et on va peut-être éviter de signer des contrats avec dans l'énergie, par exemple, où il y a des grands contrats en cours, dans les transports, où il y a des grands contrats en cours. Donc, ou toutes les grandes marques de luxe qui cartonnent en Chine. Exactement. Hein. Donc on voit que ça va dépasser très largement le domaine des télécoms et que c'est une guerre commerciale derrière qui est en train de se jouer entre l'Europe et qui est en train la de Chine. se reproduire. Peut-être alors une guerre moins violente et plus subtile qu'il y a entre les États-Unis et la Chine finalement. Exactement, parce que là c'est deux blocs qui sont de force égale. Entre l'Europe et la Chine, on peut se demander qui est le plus puissant aujourd'hui. Pour moi, la réponse est assez vite vue. Mais bon, voilà. Mais ça va être compliqué. Alors, tous les opérateurs français ne sont pas visés. C'est plus Bouygues Télécom et SFR qui ont en fait de gros partenariats avec Huawei. Exactement, ouais. Donc alors, pas Orange, pas en France, mais Orange est très dépendant de Huawei à l'extérieur des frontières. Dans d'autres pays, oui, puisque Orange n'est pas... Et Free aussi, hein. Parce que Free a utilisé, par exemple, que du Huawei chez Monaco Télécom.
Oui. Donc, Alors bon, voilà. c'est une petite. Ah oui, et ça petite appartient pas à Free, pardon, ça appartient Ça va à Xavier Niel. à Xavier Oui, Niel en ça appartient à personne. Xavier Autant pour Niel. moi. Voilà, c'est ça. Mais bon, on voit que ça va être très compliqué, hein, parce que imaginez, bon, vous êtes opérateur télécom, on vous dit, bon voilà, dans 3-5 ans, les gars, il faut démonter tout ce qui est Huawei. Hein. Bah, vous avez investi des milliards là-dessus. Oui, Hein. exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va dédommager une partie des opérateurs C'est pour ce leur que dire, veulent bah, les écoutez, opérateurs. c'est nous qui décidons que vous n'allez plus utiliser Huawei, donc on va vous donner de l'argent. Exactement. C'est ce que veulent les opérateurs, parce Ouais. qu'il y a un précédent qui est aux États-Unis où ils ont créé un espèce de fonds de compensation. Et les opérateurs français aimeraient qu'il y ait un même fonds qui soit mis en place par le gouvernement. Surtout au moment où ils doivent déployer le réseau 5G en plus et donc investir. Acheter les fréquences, déployer le réseau. Ouais, exactement. Alors les alternatives à Huawei aujourd'hui, c'est Nokia, c'est Ericsson, C'est ça. c'est Samsung aussi, hein, dans une moindre Samsung, mesure. dans une moindre mesure. Et il y en a un autre qui commence un peu à émerger. Alors, on ne le voit pas beaucoup en dehors de ses frontières, mais c'est NEC, le japonais, qui fait D'accord. des tests sur le territoire japonais D'accord. et qui ont l'air Qui de a pas peut-être mal se passer. flairer le bon coup. En se disant, aussi. ouais, il y a une ouverture. Comme Samsung d'ailleurs. Bien Samsung a un petit coup d'avance, même Mm. s'ils ne sont pas très présents sur les réseaux 3G, 4G. Donc, ça veut dire que quand vous équipez Samsung, faut refaire tout, en gros. Donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, ils ont du mal à pénétrer quand même le marché européen. Et NEC, on va voir dans les mois ou années qui viennent. C'est intéressant, hein, Oui. tout ça. On enchaîne avec Apple. Apple qui ouvre un programme de réparation d'iPhone dans des magasins indépendants, Oui. non plus forcément des Apple Store. C'est ça. C'est intéressant parce que vous avez peut-être expérimenté ça si vous avez un iPhone. En général, quand on fait réparer son écran cassé dans une boutique indépendante, hors garantie, avec des prix assez abordables, Ouais. on se retrouve souvent une semaine ou deux après ou un mois avec le bouton d'accueil qui fonctionne plus, etc. L'écran qui part tout seul, en C'est vrille, ça, etc. voilà. Enfin, Donc, ça nous est parce tous que arrivé. effectivement, les pièces sont pas forcément des pièces officielles, etc. Et donc, pour éviter ça, Apple décline en France, donc un an après les États-Unis, c'est quelque chose qui existait déjà là-bas, un programme de certification de réparateurs indépendants. Donc, en gros, les réparateurs peuvent suivre gratuitement une formation en ligne, en fait, tout simplement. Et c'est cette personne-là qui va réaliser dans la boutique les réparations sur les iPhones qui sont des iPhones hors garantie. Donc. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet surtout aux boutiques d'accéder aux pièces officielles d'Apple Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas, voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des pièces qui étaient des imitations, Exactement. parce qu'Apple gardait son trésor de guerre pour lui. Voilà. Et on était obligé d'aller dans un Apple Store pour faire Alors, réparer son téléphone. c'est marrant parce que finalement c'est Apple qui retenait ces pièces et qui du coup maintenant donne cette possibilité pour justement pouvoir installer ça et éviter les mauvaises surprises aux clients et donc essayer de prolonger un petit peu l'expérience client des Apple Store dans ces boutiques indépendantes. Donc ça y est, ça arrive en France et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les iPhones qui marchaient plus au bout d'un mois après la réparation, c'était quand même un petit peu compliqué. Il faut voir si les tarifs vont être les mêmes. C'est ça aussi qui va. Ce sera certainement plus cher. Qui va être. Avec voilà. les pièces officielles d'Apple. Mais est-ce que ce sera quand même moins cher que le fait d'aller dans un Apple Store? Normalement, oui. Mais bon, c'est. Voilà, c'est. Voilà. C'est Et est-ce tout que le truc toutes pour les voir comment boutiques ça va vont être, vouloir y passer aussi? Est-ce que toutes les boutiques Ah oui, vont pas forcément. vouloir se faire agréer par ce service? Pas certain. Pourquoi Apple fait ça, à ton avis, Emmanuel? Je pense que la raison, elle est assez simple. Il y a une double raison. Enfin, pour moi, la première, c'est que le marché du smartphone est en forte baisse. On en reparlera tout à l'heure peut-être avec Samsung, mais on a enregistré une baisse des ventes de smartphones de moins 11%. Alors, c'est lié au coronavirus, mais donc il y a un phénomène conjoncturel, mais il y a un phénomène aussi structurel qui est de dire que en Europe et aux États-Unis, tout le monde est quasiment équipé. On arrive à un marché de saturation. Autant avant, l'idée c'était de conquérir des nouveaux clients, autant là maintenant, tout le monde en a un. Alors, et puis les gens veulent le garder un peu plus longtemps. On voit aussi la durée de vie et de rétention d'un téléphone qui dure un peu plus longtemps qu'avant. Avant, c'était 12 à 16 mois, voire 18 mois. Maintenant, ça a tendance à s'allonger avec le prix aussi des terminaux qui augmentent. Donc, Apple se retrouve un peu contraint de dire si vous ne le changez pas, on peut quand même vous le réparer. Donc, il y a une double contrainte. Un marché baissier qui fait que les gens achètent moins. Et puis, un marché mature sur lequel les gens attendent de se rééquiper le plus longtemps possible. Donc, je pense que Apple ne le fait que là où, en fait, le marché est déjà bien en gros en stagnation quasiment. Ouais. Et on se souvient aussi que Apple en fait mettait dans ses pièces détachées, dans certaines pièces détachées, des petites puces Tout à fait. qui permettaient en fait de désactiver le téléphone ou alors de le rendre quasiment hors d'usage si on avait préalablement installé une pièce qui n'était pas d'origine. C'est presque une espèce de marche arrière en disant écoutez, voilà, maintenant on vous fournit toutes les bonnes pièces, mais à peu près n'importe qui, enfin en tout cas un réparateur agréé non Apple pour installer, en tout cas réparer un iPhone. C'est assez intéressant. On enchaîne avec Samsung maintenant, Jean-Sébastien. On se donne rendez-vous le 5 août prochain sur la plage. 5 août prochain. Alors sur la plage, si vous y êtes, parce que vous allez pouvoir suivre la keynote de Samsung sur le Galaxy Note 20 en direct, parce que ce sera en plus une keynote un peu comme celle
qu'Apple a fait pour la WWDC, sans public, voilà. C'est les nouvelles keynote post-Covid. Alors, ce Galaxy Note 20, on commence à avoir pas mal d'informations. Alors évidemment, il intégrera le célèbre stylet, hein, c'est ce qui a fait sa caractéristique C'est son principale. ADN, c'est Voilà, sa marque de différence fabrique, par rapport aux autres téléphones. clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il devrait y avoir 2 versions, dont une qui serait le Galaxy Note 20 Ultra. Alors pas forcément avec un écran plus grand, mais avec des meilleures capacités photographiques. Voilà, des capteurs, peut-être un capteur supplémentaire par rapport à l'autre, etc. Et puis en plus, Samsung pourrait faire une sorte de petit one more thing avec le Galaxy, nouvelle version du Galaxy Fold, donc ce téléphone pliant, dont on dit qu'elle serait beaucoup moins chère, autour des 1 000 €, plutôt que les 2 000 et quelques euros que coûte le Galaxy Fold actuel. Et ça permettrait à Samsung de faire, commencer à faire une mini gamme de téléphones pliants, puisqu'il y a le Galaxy Z Flip aussi qui existe. Donc on est assez curieux de voir ce que va annoncer Samsung et comment justement il va arriver à se démarquer des autres marques. La concurrence commence à être assez rude sur le monde Android. Il y a des vrais concurrents en face qui ont des solutions solides. Alors voilà. même si Huawei est hors jeu maintenant, mais il y en a d'autres, hein, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Nicolas Lelouch, puisqu'on vous proposera le top 10 des smartphones les plus sympas, en tout cas les plus puissants du moment, ceux qu'il faut acheter en tout cas. Emmanuel, concernant Samsung, je voulais revenir sur le pliant, parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'on nous bassine avec ça. Ça marche pas, on est d'accord. Pour l'instant, les ventes ne sont pas là. Alors, d'une part, c'est comme le disait Jean-Sébastien, on est encore sur des tarifs qui sont extrêmement élevés pour acheter ce type de technologie. Et puis, on a vu aussi tous les problèmes de rupture, de cassure des téléphones. D'ailleurs, les Samsung, les premiers qui étaient à écran pliable ou pliant, je ne sais pas comment on dit, mais pliant. Où il y avait pliant, voilà, où il y avait pliant. Ah oui, chez 01, ça a été le gros débat de l'hiver. Bon, je m'aligne alors pliant, alors du coup. Et on a vu effectivement pas mal d'entreprises qui ont dû rappeler des téléphones ou mettre en place des systèmes en fait de remboursement, puisque il y avait des cassures. Donc c'est vrai que les débuts n'ont pas été très convaincants pour ce type de technologie. Après, il y a eu le Razr de Motorola qui est ressorti, donc qui appartient à Lenovo, donc une entreprise chinoise. Ouais. On voit maintenant. Qui n'a pas fait grand bruit non plus. Non, pas beaucoup. Alors que c'était quand même. C'était le Razr, mais c'est tout. Quoi. Ouais, puis c'était vraiment la grosse relance de Motorola sous l'ère Lenovo, donc et ça fait un peu pchit. Donc moi, je suis assez circonspect pour l'instant. J'attends de voir effectivement si les technologies s'améliorent au fur et à mesure des générations, ou si c'est une façade et puis on va vite passer à autre chose. Oui, ça sera des questions d'usage aussi. Si les gens qui achètent ça se rendent compte qu'il n'y a pas forcément d'usage supplémentaire par rapport à un téléphone classique, c'est pas très convaincant de mettre 1 000 € de plus qu'un téléphone traditionnel. C'est clair. Pour avoir quelque chose qui. Voilà, en tout cas, rendez-vous le 5 août. Et qui peut casser. Le 5 août prochain pour découvrir ces nouveautés Samsung. Alors peut-être êtes-vous en train de regarder ce De quoi je me mail en vidéo sur votre smartphone ou sur votre tablette, sur votre PC. Pour ça, vous avez 2 moyens. Vous avez Dailymotion, vous avez aussi le site 01 TV avec le player Dailymotion intégré. Et puis, il y a aussi YouTube. Oui. Et peut-être que l'expérience de visionnage que vous avez de quoi je me mêle va peut-être changer bientôt sur YouTube. C'est ça. En gros, si les publicités YouTube vous énervent un petit peu, préparez-vous à en voir un peu plus. Tu veux dire par là que tu risquerais d'être coupé maintenant par une pub? Tout à fait. Sans rien demander. J'ai rien demandé en plus. Non, t'es là, tranquille, tu fais ta petite news, et paf. Et paf, une pub. Alors, pourquoi? Terrible. Parce que, en fait, YouTube a informé cette semaine les créateurs qui pourront désormais insérer des publicités à l'intérieur des vidéos, donc ce qu'on appelle les publicités mid-roll, à partir du moment où elles font 8 minutes. Alors c'est une évolution parce que jusqu'à présent c'était seulement les vidéos d'au moins 10 minutes qui permettaient l'intégration de ces publicités-là, donc au milieu des vidéos, puisque les autres vidéos de moins de 8 minutes maintenant, il y a des pubs avant et après et c'est tout, pas au milieu. Donc YouTube explique que ça s'appliquera non seulement aux nouvelles vidéos, mais aussi à toutes les vidéos existantes qui sont déjà sur YouTube, et effectivement ça va forcément multiplier l'affichage de publicité, mais aussi un des autres effets collatéraux de ça, et c'est assez marrant, c'est que les youtubeurs vont certainement commencer à faire des vidéos un peu plus courtes, parce que souvent si vous regardez relativement souvent YouTube, vous voyez que des fois les youtubeurs ils tirent un peu la ligne pour essayer d'allonger les vidéos, parce qu'ils disent si j'allonge ma vidéo, je vais pouvoir mettre la pub au milieu, je vais gagner un peu plus d'argent, donc ça va être aussi peut-être un moyen de raccourcir cette durée là. Et effectivement il y a eu beaucoup de youtubeurs dernièrement qui se sont plaints avec la crise du Covid, avec le confinement, etc. Il y a eu une baisse de revenus sur les revenus publicitaires des youtubeurs, et donc c'est aussi un geste de YouTube pour leur proposer justement de peut-être gagner un peu plus d'argent après cette crise-là. Bon, en espérant que l'expérience utilisateur, comme on dit, soit pas trop
dégradé, Oui. ce qui risque d'être le cas oui, quand oui, même. c'est Hein. sûr. Alors c'est quoi, YouTube fait un cadeau aux youtubeurs, c'est ça Non, avec cette À eux chose-là aussi. À eux aussi. Ouais, c'est surtout À à eux en fait, aussi, parce oui, que il se évidemment, trouve parce qu'ils que- prennent de l'argent là-dessus. sûr. Exactement. Pour la première fois, il faut savoir que Google a communiqué sur le chiffre d'affaires de YouTube en fin d'année dernière. Donc en 2019, YouTube a fait 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc maintenant, c'est une entité à part et on voit le chiffre d'affaires trimestre après trimestre. Donc il y a une pression des analystes pour dire est-ce que ça croît. Et sur le premier trimestre 2020, YouTube est passé de 3 milliards de chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 à 4 milliards, hein, donc 1 milliard de plus. Donc ils ont la pression maintenant sur YouTube pour engranger du chiffre d'affaires. Jusqu'à maintenant, c'était sous le radar. Maintenant, c'est dans le radar des analystes. Rajouter ce qu'on appelle de la publicité interstitielle ou mid-roll, comme tu disais. Aujourd'hui, on a juste du pré-roll et du post-roll. Hein, c'est-à-dire, on met de la publicité avant l'émission et ou après l'émission. Là, maintenant, on peut effectivement... c'est un peu comme saucissonner. Voilà, on peut mettre des tranches comme ça à peu près quand on veut. Donc ça, c'est un cadeau peut-être pour les créateurs parce que ça va augmenter leurs revenus, mais ça va surtout augmenter les revenus de YouTube et la pression qu'ils ont vis-à-vis des analystes de monétiser encore plus la plateforme. YouTube gagne de l'argent aujourd'hui? Bah alors, Parce qu'ils font 15 milliards de chiffre d'affaires, mais on ne sait pas combien ils font de bénéfices. Non, alors ils le mettent pas dans le résultat opérationnel. Ils mettent juste, ils notifient juste le chiffre d'affaires global. Parce que j'imagine les coûts de bande passante pour YouTube, ça doit être incroyable. Sachant qu'ils ont quand même maintenant leur infra aussi, hein, qui sont justement logés maintenant chez les opérateurs télécoms. Ils ont des CDN, ce qu'on appelle ça nécessite des investissements colossaux. Exactement. Mais après, une fois qu'ils sont dedans, ils sont chez eux. Voilà. Alors après, ils payent un peu aux opérateurs télécoms. C'est des contrats. Moi, j'ai toujours posé la question aux opérateurs télécoms. Visiblement de confidentialité. On n'arrive jamais à savoir combien paye YouTube pour être dans les réseaux. Voilà. Bon, même c'est Free, top secret. Hein. C'est top secret. Free qui était en guerre avec YouTube il y a quelques années, vous vous souvenez. Hein. Maintenant, il y a de l'Android dans les box. On se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et surtout, YouTube fonctionne beaucoup mieux sur Free. Ça, Donc j'ai dit, il y a un accord commercial. Et là, on m'a fermé la porte au nez. On dit, ça ne vous regarde pas. Ça vous apprendra. Voilà, exactement. Il y a eu la même chose avec Netflix, hein, chez Free. Hein. Exactement le même problème. Hein. Pendant des années, on avait un débit pourri chez Free quand on avait Netflix. Et puis tout d'un coup, Netflix arrive dans la Freebox Delta. Enfin voilà, tout va bien, etc. Et puis que des accords commerciaux, quoi. Mais bien sûr, on voit que enfin tout ça, c'est une stratégie. Exactement. Que tout le monde utilise. Hein. On va parler peut-être... justement, tiens, puisqu'on évoque la vidéo, vous savez que la vidéo, c'est de la bande passante. Hein. C'est-à-dire que plus vous avez de débit, plus, en théorie, vous avez une meilleure qualité d'image. Et en fait, l'objectif des ingénieurs qui travaillent sur les codecs vidéo de la compression, c'est d'avoir la meilleure image possible avec le moins de débit possible. Et là, il y a des progrès exponentiels qui sont faits régulièrement. Et c'est le cas de ce nouveau codec qui va arriver. Oui, là, c'est vraiment un grand pas. Hein. C'est le codec H266 VVC, qui veut dire Versatile Video Coding. En gros, c'est intéressant pour notre futur quotidien, en fait, puisque c'est l'Institut allemand Fraunhofer. Alors, Fraunhofer, c'est l'institut qui a créé le MP3, par exemple. Hein, oui, c'est pas des rigolos. Hein, voilà, au niveau compression et codec, ils sont un petit peu calés, les garçons. Donc, ils viennent de finaliser ce nouveau format de compression. Et d'après les travaux qu'ils ont réalisés, en gros, une vidéo 4K de 90 minutes qui pèse 10 gigas, eux, ils ont réussi à en faire un fichier de 5 gigas seulement. Et tout ça sans réduire la qualité d'image, ce qui est quand même ultra intéressant. Donc ce nouveau format en plus VVC, il est compatible avec toutes les définitions d'image, hein, SD, HD, Full HD, 4K, 8K. 8K aussi. Tout à fait. Voilà. Il gère aussi la HDR, donc c'est vraiment un fichier vidéo moderne. La vidéo à 360 degrés pour tout ce qui est réalité virtuelle. Mais forcément, il y a un petit mais, c'est-à-dire que le codage et l'encodage de cette vidéo, il faudra qu'il soit fait en hardware par une puce dédiée sur nos smartphones et nos ordinateurs. Et donc, ah oui, d'accord. Donc si par exemple avec mon PC, là, je veux décoder du H266... il y arrivera peut-être, mais plus difficilement et en consommant beaucoup d'énergie. Oui, ou alors il faut que j'ai un PC vraiment puissant avec un processeur... Tout à fait. Mais après, c'est pas nouveau parce que le H264 et le H265 c'était le même problème. Alors, ce qui est malin, c'est que l'Institut Fraunhofer, effectivement, a créé un Media Coding Industry Forum avec 30 acteurs. Donc, il y a Apple, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm, Sony, voilà, tous les grands noms, aussi des semi-conducteurs et de la vidéo, pour mettre au point ces puces-là qu'on retrouvera bientôt dans les prochaines générations de smartphones et d'ordinateurs. Voilà. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Voilà, ça permettra d'économiser un peu de bande passante, sûrement. Ou de regarder plus de vidéos. C'est YouTube qui va être content. Hein, sûrement, oui. On va terminer, Manuel, par la réglementation concernant les véhicules autonomes qui évolue. Un peu partout, et c'est le cas en Europe. Oui, alors c'est même les véhicules connectés, hein, parce qu'autonome, on n'y est pas encore. Alors connectés, on y arrive. Donc l'idée, effectivement, c'est les Nations Unies qui ont signé en fait des grandes guidelines, donc des grands principes
de protection de la voiture connectée pour éviter une prise de contrôle à distance éventuelle ou un piratage à distance du véhicule. Donc 53 pays ont adopté en fait ces guidelines. La Corée du Sud va les appliquer dès cette année pour ses véhicules connectés, le Japon l'année prochaine, et l'Europe s'est laissée jusqu'en 2022. Donc c'est des principes communs. Alors, le commun à tout le monde, enfin, c'est 53 pays, sauf les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas signé cet accord. Ils ont leur propre système de protection de voitures connectées. Une loi est passée aux États-Unis il y a quelques mois, années de ça, pour protéger les voitures connectées de tentatives d'intrusion extérieure. En revanche, les fabricants américains, quand ils voudront exporter en dehors du territoire américain, donc en Europe, au Japon ou en Corée, ils vont devoir suivre à nouveau ces guidelines. Donc, il va falloir un double principe pour les fabricants d'automobiles américains. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans ces guidelines ? C'est quoi ? C'est des Alors moi, j'ai pas réussi à les voir pour protocoles de l'instant, sécurité. parce que c'est le des Wall choses Street Journal qui a sorti l'information. Ouais. Ils ont Oui, pas donc donné on n'est pas rentré encore dans les détails vraiment. Non, hein. non. Alors je pense que les fabricants vont l'avoir d'ici peu. Donc on pourrait avoir effectivement les éléments, que ce soit du côté serveur pour le côté voiture connectée, que du côté embarqué sur le véhicule en lui-même, et de voir un peu comment tout ça va être sécurisé de bout en bout. Oui, voilà, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est de sécuriser au maximum un véhicule connecté, parce que demain, un véhicule connecté, en théorie, sera autonome. Et on peut imaginer qu'en termes de sécurité, il faudra être le plus sûr possible. Prendre la main sur son véhicule. Ah non, C'est ça, exactement. Ça risque d'être un peu embêtant Oui. quand même. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à zeronet.com, et à Emmanuel Paquette, donc de l'Express. Merci à tous les deux. Ce De quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Vous avez un petit peu d'argent. Là, peut-être que vous avez eu le bac, par exemple. Nous, c'était il y a quelques mois, on a eu le bac. Hein. Voilà, peut-être que vous avez eu quelques centaines d'euros et vous avez envie de changer votre smartphone. Vous ne savez pas quel modèle choisir. Ça tombe bien, Nicolas Lelouch, qui lui vient d'avoir son bac, parce qu'il est beaucoup plus jeune que nous, eh bien, va tout nous dire comment choisir son smartphone et quels sont les meilleurs du moment. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.